Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau numéro du menu crowdfunding, 31 août, le prochain, ça y est, c'est la rentrée. Enfin, comme vous le voyez, hein, chemise oblige, bah moi je suis déjà retourné au boulot. J'imagine que c'est le cas pour la majorité d'entre vous, j'ai eu des longues vacances, des longues semi-vacances on va dire. Mais ça y est, c'est le retour au boulot, et du coup, c'est très prochainement aussi le grand retour, la grande rentrée des éditeurs sur Kickstarter Game Fund. On a déjà vu des signes avant-coureurs de retour avec quelques campagnes déjà assez intéressantes fin août. Cette semaine, c'est un peu la dernière semaine, je pense, où vraiment on est sur un rythme relativement léger. On est encore sur un menu qui n'aura pas de dessert, hein, désolé, essentiellement des entrées et des plats principaux. Autrement dit, pour ceux qui ne seraient pas habitués au menu, qui est toujours composé de plats, enfin entrée, plat, dessert, par ordre croissant d'intérêt objectif ou subjectif envers les campagnes. Cette semaine, il n'y aura pas de dessert, on reste sur des projets relativement modestes. Il y en a un ou deux un peu plus conséquents qui en temps normal auraient peut-être pu figurer dans les desserts, mais qui sont au final peut-être pas si intéressants que ça, ou peut-être que c'est juste une extension, ce genre de choses-là. Bref, sans plus attendre, sans plus tergiverser, on se lance dans le menu du jour. Premier projet de la semaine, il s'agit du retour sur Kickstarter de All Time Wrestling, cette fois-ci avec une édition consacrée à nos chères demoiselles, qui peuvent nous mettre sur le tapis à plat et on peut plus jamais se relever de notre vie, vu la musculature de certaines. C'est impressionnant. Bref, All Time Wrestling, c'est un projet qu'on avait déjà vu porté par Cation Arts, qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Enfin, le mec, je crois qu'il était anglais, mais il vit là-bas. Et donc, il avait proposé déjà 4 campagnes sur ce même modèle, sur ce même jeu, cette même licence qu'est All Time Wrestling, un jeu donc de catch, sport éminemment américain, reconnu comme étant à moitié du acting, à moitié du sport, on va dire, et donc Xavier était très très fan d'ailleurs, et il s'était d'ailleurs octroyé un peu la licence de certaines figures, des symboles du catch un petit peu à l'ancienne, les licences contemporaines étant certainement beaucoup trop chères au niveau de l'accès. Puis donc ils avaient ensuite proposé quelques extensions par-ci par-là, y compris aussi une extension sur comment dirais-je, pas un personnage mais un lutteur unique avec Eddie Guerrero assez récemment, c'était en juillet, donc ça fait très 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 peu de temps. Et ils nous reviennent très rapidement, donc un mois et demi plus tard, pour cette version, donc féminine cette fois-ci, All Time Wrestling, avec 135 contributeurs, 11 jours avant la fin de cette campagne. Le projet est déjà financé, comme vous pouvez le voir. C'est, pour rappel, pour des parties d'environ 30 minutes, c'est pour 1 à 2 joueurs, c'est essentiellement un jeu de confrontation, même s'il y a effectivement un mode solo. L'ADA est pas vilaine, après, bon, la thématique, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est encore un autre sujet, malheureusement. Moi, ça me parle pas outre mesure, c'est vrai qu'en plus, pour des jeux de confrontation, avec des dés un petit peu asymétriques en fonction des différents personnages que l'on va être amené à choisir. Il y a d'autres jeux qui me viennent à l'esprit, tels que Dice Throne par exemple, que j'aurais tendance à préférer assez largement. Ceci étant dit, le jeu a plutôt bonne réputation parmi les joueurs qui ont eu l'occasion d'y jouer. C'est plutôt un jeu agréable. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y jouer une fois avec Xavier, qui lui a le jeu de base, et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Voilà, ça m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable, mais c'est plutôt cool. Vous avez donc évidemment différents niveaux de pledge, hein, comme tout bot combat qui se respecte. On a un pledge de base à 59$ avec 8 lutteuses jouables, avec également des cartes de campagne, parce que oui, le mode solo pourra se jouer éventuellement en mode campagne. Ensuite, on a un pledge à 79$ qui ajoute Gail Kim au roster des 8 lutteuses, des 8 combattantes qu'on a vu précédemment, donc une de plus. Et ça ajoute quand même 20$, ça ouais, ça 20$ de plus pour une combattante, et c'est tout. Il se fait très très plaisir en termes de marge sur cette petite extension, hein, clairement. Ensuite, à 99$, on a un pledge qui vient ajouter un jeu différent, qui est le WoW Card Game, qui est un jeu avec la licence officielle de WoW, qui est Women of Wrestling, du coup, ça ça. Avec les photos et tout, donc il y a certainement une licence. J'imagine que c'est un petit peu moins cher quand il s'agit de la ligue féminine, qui engrange un petit peu moins d'argent, j'imagine. Et sinon, on a un backer, un niveau de pledge pour les nouveaux backers à 125$, avec la version féminine, donc celle qui fait l'objet de cette campagne, et la version jeu de base All Time Wrestling, avec donc les premiers lutteurs qu'on avait vus il y a déjà 2-3 ans, je pense. Voilà donc pour ce qui est de ce projet, le nouveau projet de Cation Arts, avec donc All Time Wrestling Women's Edition, 135 backers, 11 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec High Adventure Treasure Hunt,
un petit print and play, un petit roll and write. En print and play, c'est souvent le couple qui va bien ensemble, hein, roll and write, print and play. C'est le 7e projet porté par Aerobellum Games, qui d'ailleurs a la spécialité hein, de faire du print and play avec du roll and write. Pas que, ils avaient fait aussi Geomentoring, mais le reste c'était du print and play. Et ils sont souvent relativement jolis, relativement intéressants par rapport à la concurrence, on va dire. Par exemple, Hive était assez intéressant, était assez joli. Metis, qui a eu le droit à une nouvelle version très récemment, une seconde édition enrichie, présente plutôt bien aussi. Moonlight avait une thématique assez intéressante de comics noirs, comme on le dit en langage shakespearien d'outre-Atlantique. Mais donc, il nous revient avec un nouveau jeu en Run and Write que je trouve beaucoup plus classique dans son approche thématique, puisque là, vous partez à la recherche d'un grand trésor, bien sûr, le Graal, le Saint Graal. Et donc, vous allez devoir vous munir, en plus de votre imprimante, de quelques stylos, d'un petit sac contenant des dés, et à partir de là, vous partez à l'aventure. Vous avez un mois pile poil pour trouver le Saint Graal, bien sûr, en fonction des lieux où vous allez, explorer. Vous allez plus ou moins rapprocher de votre but. Bon, c'est pas diablement intéressant pour le coup. Je trouve que Aerobellum Games, en termes de thématique uniquement, je ne sais pas au niveau des mécanismes, c'est peut-être super bien au final, je ne sais pas, nous a habitués à des choses un peu plus originales. Là, pour le coup, je suis un poil déçu, même si de base, j'en attends pas grand chose, parce que vous le savez, si vous suivez le menu crowdfunding, je suis pas un grand amateur des print and play, parce que j'ai tendance, quand je les imprime, c'est très rare, j'ai dû avoir 2-3 jeux en print and play, à les imprimer puis à les oublier, parce qu'ils n'ont pas de boîte de format physique qui me rappelle leur présence. Mais ceci dit, le jeu est plutôt joli, je pense que c'est de l'IA, d'ailleurs on peut aller checker ici. Ouais, il y a de l'IA générative pour les images, bon c'est pas très étonnant, ça se remarque assez rapidement sur ce projet là en tout cas. Voilà pour High Adventure Treasure Hunt, bon largement financé parce que bon, les print and play ça finance très facilement, 1004 € d'engrangés, presque 100 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec le vin rouge. Il faut le prononcer avec un petit accent anglais parce que ça nous vient de Los Angeles, des États-Unis, malgré le titre français. Et d'ailleurs, je crois, j'ai oublié de vérifier, mais je crois qu'il n'y a même pas de français, hein. Il n'y a pas de langue française pour ce jeu, ce qui est un petit peu dommage quand on se nomme comme ça, quand on utilise aussi un francophone pour faire la présentation en anglais de la vidéo. Parce que oui, clairement, quand vous écoutez, c'est un francophone natif qui fait la vidéo en anglais. Je pense qu'ils ont voulu utiliser le petit accent français pour appâter le chaland, qui aime bien, généralement, les anglophones aiment bien l'accent français, comme beaucoup de gens, en fait, aiment bien entendre des accents étrangers dans leur propre langue. C'est marrant, c'est fun, c'est mignon. Bref, le vin rouge, hein, je vais arrêter l'anglais, c'est un petit jeu qui a l'air d'être relativement intéressant et qui, pourtant, bide. Et c'est pas la première fois qu'il bide, en réalité, parce qu'on va le voir, Willpower Games avait déjà fait une tentative pour le vin rouge, c'était en juin 2024, ça fait déjà plus d'1 an, on l'avait couvert à l'époque sur le menu crowdfunding, j'en avais déjà touché quelques mots en disant que le projet avait l'air plutôt intéressant, ça avait malheureusement bidé, d'ailleurs on va aller voir, c'était quand même 123 contributeurs au moment de l'annulation de la campagne, et pour l'instant, après quoi, 3 jours de campagne, 4 jours de campagne 3 jours. Après 3 jours de campagne, eh ben c'est pas mieux, c'est même moins bien pour l'instant. Ceci étant dit, l'objectif de financement est à combien 13 000 presque. Donc ouais, ils ont revu l'objectif de financement à la baisse. Bon, on a déjà parlé de multiples reprises des faux objectifs de financement, mais bon, c'est encore un autre sujet. Quoi qu'il en soit, l'objectif de financement actuel fait que il devrait être atteint assez rapidement, peut-être même lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube, il sera financé je pense, puisqu'on est à quelques encablés, on doit être à 85-90% de financement, 21 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes la partie, 12 ans et plus, et pourquoi disais-je à l'époque, et pourquoi je le maintiens encore, que c'est un jeu qui a l'air d'être relativement cool, parce qu'en fait, vous incarnez des voleurs, à quelle époque précisément, ça j'ai oublié, ça doit être genre le 17e siècle, un truc comme ça, donc en France. Le vent rouge, c'est justement le voleur le plus célèbre du royaume à l'époque. Apparemment, c'est totalement fictif. J'ai regardé un petit peu par curiosité, mais j'ai rien vu à ce propos. Et en fait, vous allez chercher un petit peu à faire le Robin des Bois français de l'époque, à savoir voler les riches. Et pour ce faire, vous allez donc entreprendre des actions, vous déplacer sur le plateau pour voler de l'argent, etc. Et vous allez jeter des dés, vous allez brasser des dés dans tous les sens. Et ces dés, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les disposer sur des cartes en fonction d'un système de couleurs. Par exemple, les dés orange vont être sur les cartes orange, les dés violets sur les cartes violettes.
Et les cartes grises apparemment sont des jokers si j'ai bien compris, s'il y a aussi des cartes grises d'ailleurs. Et donc en fait simplement vous allez utiliser ces dés que vous aurez au préalable jetés pour faire des actions qui sont selon différents niveaux de, comment dirais-je, de puissance en fonction des valeurs que vous allez y apposer. Ensuite vous allez utiliser aussi l'argent que vous aurez volé pour acquérir du nouveau matériel pour vous rendre encore plus efficace on va dire dans vos vols. Vous pouvez adopter une posture agressive ou faire tout dans l'infiltration et la discrétion on va dire, donc il y a un petit peu de liberté à ce niveau là, donc ça va être relativement intéressant. Il y a l'air d'avoir pas mal d'interactions aussi entre les joueurs, ce qui est relativement intéressant, et visuellement c'est vrai que ça présente plutôt pas mal. J'aime bien la direction artistique de manière générale, d'ailleurs il y a quelques louanges qui lui sont faites par l'auteur de Dice Throne mais également par le patron de comment s'appelle, Roxley, qui sont deux personnes que j'estime pas mal. Bon après c'est peut-être juste parce que c'est des potes, je ne sais pas, mais ouais, il semble plutôt convaincant à plusieurs égards. Est-ce que vraiment en termes de gameplay il sera aussi satisfaisant qu'il n'en a l'air? Je sais pas, mais c'est vrai que sur le papier il est plutôt cool. On a ici d'ailleurs le noble le plus riche de la région, qui est un peu le boss final qu'on peut tenter de voler également. J'espère qu'il y aura plusieurs boss potentiels histoire de renouveler, avec quelques petites conditions différentes selon les boss, etc. Mais pour l'instant je crois n'en avoir vu qu'un seul. Mais au-delà de ça, matos qui a l'air d'être plutôt classique mais relativement soigné, la DA qui est plutôt sympa, le gameplay a pas l'air de casser trois pattes à un ornithorynque du Grand Nord, mais ça a l'air d'être plutôt agréable. On est sur un pledge de base à 48$ pour avoir le jeu dans son entièreté, mais après il y a moyen de deluxifier un petit peu l'expérience avec un pledge à 64$ ou encore avec la Renowned Edition à 164$, mais là, bon, on a la deluxification, on a la signature, c'est plutôt un pledge mécénat plus qu'autre chose. Voilà donc pour le vent rouge, vous me direz ce que vous en pensez. S'il était un petit peu plus haut en termes de contributeurs, qui était à je sais pas 150, 200, je pense que je l'aurais certainement placé dans les plats principaux, parce que mine de rien, je trouve que le projet a quand même un petit peu de gueule et semble plutôt sympa, même si ça reste un jeu très très accessible, un jeu familial plus disons. Mais ouais, ça a l'air d'être relativement cool, donc je suis assez pas surpris, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, mais un petit peu surpris quand même de voir que le jeu pédale quand même pas mal dans la smooth. Alors attention, accrochez-vous, parce que je crois que cette semaine, il y a deux ou trois, je ne sais plus exactement, projets de football sur Kickstarter, enfin de football, de jeux de société sur la thématique du football, et tous avec un style radicalement différent. Ouais, je crois qu'il y en a deux sur Kickstarter et un sur GameFound. Là, on commence par Best 11, qui est certainement un peu le plus perché, on va dire, puisque on vous propose de jouer des matchs de foot dans un univers très fantaisiste. Hein. On a un astronaute, on a un pitbull, on a un samouraï rose, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 11 ans et plus, c'est pour 45 minutes la partie, jusqu'à 90 minutes, j'imagine que ça dépend si vous jouez à 2 ou à 4 joueurs, hein. Simplement c'est le downtime qui va s'appliquer ici. Du coup, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser au projet, parce que c'est tellement fantaisiste que c'est tellement peu réaliste que voilà, ça m'attire pas outre mesure. Moi qui suis plutôt amateur de foot, là j'avoue que ça me parle pas du tout. J'ai même pas réussi à m'intéresser au gameplay, pour être tout à fait honnête, ce qui m'amène à penser que j'aurais peut-être même pas dû le présenter en réalité, mais bon, je me donne la mission de présenter un petit peu la grande majorité des campagnes qui apparaissent chaque semaine, donc je me devais de le mentionner à minima, Best 11, d'autant plus que c'est presque financé, on est déjà quand même à 11 000 € d'engrangés, 160 contributeurs, donc pour un primo-éditeur, c'est pas ridicule en vrai, hein. Il reste 27 jours avant la fin de la campagne, il n'y a malheureusement pas de français pour cette campagne, pas de langue française. Et c'est le premier projet donc de Ship Happen Games, petit jeu de mots avec un logo qui va bien avec. Pour les prix, rapidement, j'ai pas encore parlé des mécanismes. Il y a apparemment un système d'enchères, on va composer son équipe sur un plateau personnel. J'ai pas fouillé beaucoup plus que ça pour être tout à fait honnête. Les pledges, on a un pledge de base à 44$. Sinon, si vous y ajoutez une sorte de petite extension added time, donc temps additionnel, c'est à 55$. Club Legend, mais là on tape dans le pledge un petit peu mécénat avec un truc genre numéroté, quelque chose comme ça, à 75$. Give and Go à 80$, là c'est deux copies du jeu, c'est déjà un petit peu du pledge groupé, du mini pledge groupé on va dire. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il n'y a vraiment pas grand chose à ajouter, parce qu'en fait simplement j'ai pas étudié suffisamment en détail le projet, parce que bon, la thématique football certes me parle un petit peu, mais collé sur un univers très très fantasy où vraiment on voit de tout et de n'importe quoi, ça m'attire beaucoup moins pour le coup. 162 contributeurs pour Best 11, 27 jours avant la fin de la campagne.
On enchaîne tout de suite avec un petit projet mexicain. Il s'agit de Diamond Keepers, un petit jeu de cartes et d'ambiance, on va dire, pour 2 à 6 joueurs, 9 ans et plus, 25 à 60 minutes la partie. Il y a de l'anglais, de l'espagnol, mais pas de français. Ceci étant dit, le jeu est quand même très accessible, mais il y a un petit peu de texte sur les cartes, vite fait. Bon, quand même, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de français, mais ceci étant dit, Diamond Keepers, pour l'instant, est loin de financer, donc le français, c'est le c'est le cadet de ses soucis, on va dire, puisqu'il lui faudra environ 10 000 € pour espérer financer. Il est actuellement au quart, donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant, 27 jours avant la fin de la campagne. Il faut dire que Toro Loco, c'est un primo-éditeur qui nous vient d'un pays qui n'est pas forcément très souvent mis en avant pour la création ludique, on va dire. Donc c'est un petit peu difficile de se faire une place. Diamond Keepers, c'est donc un jeu de gestion de main dans lequel vous avez votre petit royaume. J'essaie de trouver un truc un peu plus parlant. Voilà, vous avez votre petit royaume avec la mer, la forêt, l'air, le sous-sol et je pense que c'est Majed, les villes, j'imagine. Et vous avez quelques petits diamants que vous allez essayer de protéger tout en volant ceux de vos adversaires. Et en gros, si vous réussissez à voler un de chacun de vos adversaires autour de la table, un truc comme ça, ou peut-être deux si vous jouez 4-2 par exemple, vous l'emportez. Et comment se faire? Et bien vous allez le faire en utilisant donc des cartes qui ont bien sûr chacune des petits pouvoirs spéciaux susceptibles de protéger, d'attaquer, de voler, d'inverser des effets sur des choses là. En gros, un petit gestion de main avec tout un tas d'effets en take that dans tous les sens, le tout avec une DA toute mignonne. Ça me parle pas outre mesure, je suis pas le cœur de cible, mais j'avoue que le projet a un certain charme malgré tout, mais pour l'instant il n'arrive pas à trouver son public. Le pledge de base en early bird à minima est à 29,99, une fois que le early bird est terminé, c'est à 35 $ pour le pledge de base en tout cas. Ensuite vous avez des pledges avec des petits stickers, ce genre de choses là, mais c'est même pas de l'oxification en vrai, c'est du goodies quoi en gros. Voilà donc pour ce qui est de Diamond Keepers, 64 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. On reste sur Kickstarter, encore un avec un projet relativement modeste, mais quand même pas dénué de charme. Il s'agit de Legends of the Arena Knockout Brawling Board Game. C'est assez long, en fait je pense que le titre c'est uniquement Legends of the Arena. C'est un jeu très clairement inspiré par Smash Bros Melee, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, hein, Super Smash Bros, il n'y a pas Melee écrit derrière mais c'est la même chose. C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour des parties de 8 minutes, c'est très précis, 8 minutes par joueur autour de la table, avec donc 8 personnages qui vont avoir à cœur de expulser les autres joueurs du plateau central, un petit peu à la Super Smash Bros Melee. Donc vous allez avoir donc des personnages légèrement asymétriques qui auront chacun des paquets de cartes, et donc qui dit carte dit bien sûr gestion de main, puisque chaque tour vous allez sélectionner 3 cartes de votre main et on va les résoudre dans un ordre spécifique en fonction de la vitesse de la carte qui est indiquée en haut à gauche. Si on voit 60, 30, 53, on va appliquer celle avec la plus forte vitesse en premier, quel que soit le joueur. Hein. Si celui-là a 60 et l'autre 57, l'autre jouerait sa première carte avant la seconde de ce joueur-là qui n'a que 53 par exemple. Et donc on va essayer de fatiguer le joueur adverse en lui infligeant des dégâts pour pouvoir l'expulser du territoire, comment dirais-je, du lieu où on combat, et qu'il ne puisse plus non plus s'agripper au rebord et revenir un petit peu justement à la Super Smash Bros. Bon, sur le papier, ça a l'air relativement fun, ça rappelle un petit peu, comment ça s'appelait déjà, Twisted Fables, en termes de gestion de main, déplacement sur une frise qui évoque un petit peu le lieu où le combat se déroule. Ça me parle pas outre mesure, c'est pas vilain, c'est pour un primo projet en plus de Toth Game, un jeu qui présente plutôt pas mal, hein, ça a le petit côté amateur de certains primo-jeux, mais quand même avec un stade de développement un peu plus avancé qu'on a l'habitude de voir pour des primo-éditeurs. Le jeu est financé avec 112 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, il devrait certainement atteindre les 300-350 contributeurs avant la fin de la campagne, ce qui est pas si mal pour un primo-éditeur, dans un style de jeu qui est pas forcément, comment dirais-je, le plus simple à aborder en financement participatif, mais bon, ça marche plutôt pas mal. Un petit détour sur les différents personnages que l'on pourra incarner. Certains semblent évoquer des personnages de la culture populaire un petit peu connus,
Je pense qu'il y a quelques petites allusions, même Sabot ici fait un peu penser à Deadpool, dans un monde peut-être un peu plus médiéval, on va dire. Mais bon, ça peut être assez fun, je sais pas. 39$ pour le pledge de base, et je crois que ça prête tout. Non, il y a un pledge à 99 aussi. C'est le All-in qui vient ajouter un playmat, ainsi que peut-être des cartes supplémentaires, des tokens différents, je sais pas exactement. On a une pièce de métal par exemple aussi. Bref. Ouais, le playmat en néoprène, c'est bien ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant donc Legends of the Arena, c'est ça. 112 contributeurs, 8000€ d'engrangés, c'est financé, ça n'a pas l'air vilain. Bon, ça m'attire pas outre mesure non plus, mais quand même, pour un prime auditeur, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On en termine avec les entrées cette semaine par un petit détour du côté de chez Ulule, avec un projet donc français, porté par Ava Ad Victoriam, et donc bah, c'est simplement le nom du jeu lui-même. Ava Ad Victoriam Aeternam, lancer l'aventure Ava Cards. Est-ce que ça veut dire par là qu'il y a une sorte de licence qui va se prolonger dans le temps si le succès est au rendez-vous en tout cas? Pour l'instant, c'est pas exactement le cas, il y a 18 contributions, c'est un petit peu léger, mais le projet vient de se lancer il y a 3 jours, on sait que sur Ulule c'est toujours beaucoup plus difficile de décoller véritablement, il reste environ un mois pour éventuellement arriver au seuil de financement, ce qui devrait quand même pouvoir se faire. C'est un jeu en solo, mais également pour 2 joueurs, mais également avec un nombre de joueurs illimité si on le souhaite. Bon, il faudra explorer un peu la page de campagne, qui se base sur la stratégie et également des lancers de dés. C'est pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 12 ans et plus. Rapidement, bon, vous avez l'habitude, si vous connaissez le menu crowdfunding, quand il y a des jeux sur Ulule, je vous mentionne juste leur existence. Après, le tout étant en français, vous n'avez pas besoin de moi véritablement pour en apprendre plus, il suffit de lire un petit peu, donc je ne prends pas beaucoup plus de temps, mais bon, sachez que vous aurez donc masse de cartes et des jets de dés, des objets également qui vous permettront d'influencer le cours du jeu. Bon, visuellement, ça me parle pas du tout, pour être tout à fait honnête. Là, pour le coup, ça a vraiment un aspect extrêmement amateur qui peut avoir son charme, et je peux comprendre aussi qu'on veuille aider ce type de projet, parce que c'est un petit peu le sens comment dire, originel du financement participatif. Mais bon, quand on a pris l'habitude de baquer des projets beaucoup plus ambitieux, ou à minima vraiment professionnels, on a un petit peu plus de mal peut-être à aller sur ce genre de truc là. Mais bon, ça peut être assez sympa, je ne sais pas exactement. Il y a un système de combat également qui se base sur les lancers de dés. Est-ce qu'on peut impacter le résultat des jeux de dés? J'imagine que oui, avec plusieurs manières certainement. Bon, ça me parle pas outre mesure, mais je serais pas étonné que ça attire pas mal de gens malgré tout pour un jeu extrêmement facile à prendre en main, avec un petit design un peu mignon, bien qu'un petit peu amateur. Ouais, pourquoi pas. Ava Ad Victoriam Aeternam, pour l'instant 18 contributions, 29 jours donc avant la fin de la campagne. Premier plat principal de la semaine, il s'agit de la campagne Into the Fun Factory. J'ai bien dit la campagne 2, ce n'est pas le jeu. Le jeu en lui-même, bah, il y en a plusieurs. Le seul nouveau jeu de cette liste, ce sera Into the Machine, que l'on va voir un peu plus en détail, mais en réalité c'est une campagne portée donc par AEG, donc Alderac Entertainment Group, qui est quand même assez connu, qui nous propose donc différentes réimpressions de jeux préalablement sortis, souvent accompagnées de petites extensions qu'on entreaperçoit ici, notamment pour War Chest, donc Champ d'honneur en français, ou encore Whirling Witchcraft, Tiny Towns, Smash Up, etc. Mais donc il y a aussi une extension pour un 5e joueur pour Let's Go to Japan, et donc ce nouveau jeu Into the Machine. Donc en fait c'est un petit peu la foire aux jeux AEG si vous avez raté leur campagne, ou si vous voulez faire une sorte de petit bundle pour économiser un petit peu sur les frais de port sur de choses là, ça peut être relativement intéressant. Mais pour ce qui est de la nouveauté, en réalité c'est la vraie grosse nouveauté de la campagne, parce qu'il y a des petites extensions qui sont également nouvelles. C'est donc Into the Machine, un jeu de Casper Lapp qui est quand même assez connu, puisque c'est le créateur de That's Not a Hat, Magic Maze ou encore Ink, donc quand même quelques jeux un petit peu connus. C'est un jeu qui vous propose un mélange de placement d'ouvriers et de construction de moteurs avec des petits robots. Vous allez chacun avoir différents robots qui ont chacun leur spécificité, que vous devez upgrader autant que faire se peut, et vous aurez deux moyens de mettre fin à la partie, de l'emporter sur vos adversaires, en mettant vos robots sur des emplacements particuliers. Mais pour ce faire, il faudra d'abord recourir à différentes améliorations, etc. Il y a un petit aspect course également sur une sorte de grande frise. Le premier arrivant ici va remporter un hex qu'il va déposer sur le leaderboard. Si vous en avez deux
consécutivement en colonne tout à gauche, vous l'emportez. Sinon, si vous enchaînez 3 en colonne n'importe où sur le leaderboard, vous l'emportez. C'est un truc comme ça. Voilà, c'est le leaderboard que vous voyez ici d'ailleurs. Là, 2, bon, il a gagné. Ou sinon, il faut qu'il en ait 3 en colonne comme ceci n'importe où. Et là, il l'emporte également. Bon, j'arrive pas forcément très bien à saisir le cœur du gameplay parce que c'est pas hyper parlant. Je manque un petit peu d'informations, notamment sur la partie un peu engine building qui est mentionnée un peu plus tôt. Mais bon, engine building, placement d'ouvriers, avec des ouvriers un petit peu spécialisés qui ont leur propre système de fonctionnement, ça peut être relativement intéressant. L'auteur a quand même un petit pédigré derrière lui aussi, donc il y a quand même moyen que ce soit pas mal au final. On peut activer certaines doubles zones en fonction de là où on se place, avec quel robot on se place, etc. Donc il y a quand même pas mal de combos aussi à aller imaginer. Ça a l'air pas mal, la thématique me parle pas, la DA me parle pas outre mesure non plus, mais ça peut être relativement sympa. Et après pour les pledges, vous vous en doutez, comme il y a masse de jeux, d'extensions, etc., il y a aussi pas mal de niveaux de pledge. Pour ce qui est de Into the Machine, en tout cas, c'est 39$. Et après, bon, bah, vous regarderez un petit peu par vous-même, mais il y a moyen de dépenser pas mal de caillasse pour ceux qui le désirent. Voilà donc pour Into the Fun Factory, nouvelle campagne de AEG, qui pour l'instant a recruté près de 2000 contributeurs 7 jours avant la fin de cette courte campagne. En introduction, je parlais d'un jeu qui en temps normal aurait peut-être pu figurer dans les desserts de la semaine, et bien c'est celui-ci, c'est Elden Ring Rot and Sorcery, porté par Steamforged Games. Steamforged Games qui nous a d'ailleurs habitués à proposer pas mal de jeux à licence, de jeux vidéo, des portages de jeux vidéo en jeu de plateau. Parmi ces derniers, on a par exemple eu Six Siege, qui est en fait une reprise de Mythic, si mes souvenirs sont bons, mais donc aussi Elden Ring. On a aussi eu, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu vidéo déjà? Monster Hunter, bien évidemment, Horizon Forbidden West. Il y en avait encore d'autres, Hearts of Iron, je crois que c'était un jeu vidéo aussi, Helldivers, je crois que c'était un jeu vidéo aussi. Bref, ils nous ont un petit peu habitués à pondre de l'adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau, et c'était le cas également d'ailleurs pour Elden Ring, puisque Elden Ring, il connaît ici sa deuxième campagne en réalité sur GameFound. D'ailleurs on voit ici le Pledge Manager de la campagne originelle de Elden Ring, qui a fait quand même 14 000 backers à l'époque, ce qui est quand même considérable. Bon, j'imagine que c'est en grande partie via la licence du jeu vidéo qui est quand même extrêmement populaire. Ils avaient récolté quand même plus de 3 400 000 livres en financement sur ce jeu-là. Et donc ils reviennent avec Rot and Sorcery. Donc pour rappel, Elden Ring, cette adaptation du jeu vidéo, vous propose une expérience de coopération, qui est un jeu en campagne, narrative qui plus est, avec bien sûr de l'exploration, du combat dans tous les sens et du kilo plastique, bien évidemment. Après, l'un des soucis que l'on rencontre parfois, c'est un nom très général, moi j'ai jamais testé de jeu Steamforged Games, donc mon opinion est extrêmement, comment dirais-je, parcellaire on va dire, je n'ai qu'une image, une impression globale. Généralement Steamforged Games a des licences qui sont relativement intéressantes, a un matos qui semble plutôt satisfaisant, avec masse de miniatures plutôt jolies en règle générale. Mais une fois que les jeux parviennent au backer, c'est souvent un peu le soufflet qui retombe, c'est souvent des jeux assez moyens, si l'on en croit les retours en tout cas. Là pour le coup Elden Ring c'est pour 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes par session, donc par scénario, puisqu'on aura donc différents scénarios à travers lesquels on va évoluer, et a fortiori avec ces extensions Rot and Sorcery. Et donc voilà, je me permets de le placer dans les plats principaux de la semaine et non dans les desserts, parce que c'est... comment dirais-je, c'est de l'extension, c'est pas véritablement un nouveau projet à proprement parler. Et puis au-delà de ça aussi, parce que on avait vu tout à l'heure donc plus de 10 000, je crois 14 000 contributeurs sur la première campagne, et là actuellement on est à 1400 backers, 3 jours après le début de la campagne. Autant vous dire qu'on n'ira certainement pas aux 10 000, très loin de là à mon avis, parce que quand on va voir sur BGG, alors oui, on le dit à chaque fois qu'on mentionne les notes BGG sur le menu crowdfunding, notamment en commentaire, et vous avez raison, je ne le nie pas, que les notes BGG sont à prendre avec des pincettes, voire des énormes pincettes, voire des raquettes de tennis, voilà, si vous voulez. Mais la moyenne de Elden Ring, sur un nombre d'évaluations assez conséquent, est quand même très moyenne, on est autour de 6, c'est quand même très peu. Alors, je pense que dans le tas, il y a quand même pas mal de
de review bombing, comme on dit ça. Donc des gens qui mettent 0 ou 1, ou des gens qui mettent 10 ou 9, parce que les autres mettent 0, ou parce que les autres mettent 10. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais en gros, il est assez, comment dirais-je, clivant, à minima. Il semble diviser un petit peu les gens. Mais bon, si vous êtes grand fan de l'univers de Elden Ring, les miniatures sont très très classe aussi, donc ça pourrait aussi vous attirer. Il semble ressortir quand même des commentaires que le système de combat est plutôt sympa, le reste est apparemment beaucoup moins convaincant. Rapidement passer sur les niveaux de pledge. Alors, on a un niveau de pledge ici pour le Grafted King Core Pledge à 152 livres, et donc ça c'est pour ceux qui auraient raté la première campagne pour le coup. Et donc dans ce pledge là, on aurait donc le jeu de base, hein, Realm of the Grafted King, ainsi que Blade the Half-Wolf, donc un personnage exclusif à la campagne, et puis Limgrave Depth, qui est également un personnage, c'est... qu'est-ce que c'est? Non, c'est une extension de campagne on va dire, donc encore plus de contenu de gameplay. Ensuite, on a à 102 livres le Sorcery Pledge, qui vous propose donc l'extension Machinations of the Witch Core Box, donc c'est une extension, j'imagine, ainsi que Limgrave et du contenu exclusif débloqué via des sortes de stretch goals, on va dire. On a un pledge qui est celui qui est mis en avant durant la campagne, celui-ci le featured, le Golden Pledge à 258 livres, donc ça doit taper à 300 $, un petit peu plus j'imagine, avec donc, Machinations of the Witch, Dominion of Rot, ensuite encore une fois Limgrave, tous les stretch goals, Altus Plateau Expansion, okay, et Rykard, Lord of Blasphemy, donc encore plus de contenu, donc encore plus comment dirais-je, de rejouabilité, pas de rejouabilité, mais encore plus de contenu pour la campagne, encore plus d'heures de jeu potentiel. 258 $, mais par contre, il n'y a pas le jeu de base, attention, hein, le jeu de base, il est ici, c'est Realm of the Grafted King Core Box. Hein. Et donc ensuite, on a le Grafted King Gameplay All-In, là pour le coup, c'est la totale, y compris le jeu de base que l'on retrouve ici, et donc le tout pour 377 livres, autrement dit, un truc genre 450, entre 450 et 500 €, ça commence à faire très très cher pour un jeu dont la réputation n'est pas non plus dénuée de toute tâche, on va dire, hein. Il a une réputation qui pour l'instant est assez bancale, on va dire. Mais bon, encore une fois, n'y ayant pas joué, je ne saurais vous donner une opinion éclairée sur le sujet. Donc si vous avez l'occasion de tester Elden Ring, l'adaptation jeu de plateau bien évidemment, pas le jeu vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de la note qu'il a sur BGG. Est-ce qu'il peut l'expliquer? Parce que j'ai pas parcouru en détail le pourquoi du comment les notes ont été attribuées, mais j'imagine qu'il y a du review bombing et anti-review bombing, ce qui n'est pas forcément positif d'un côté comme de l'autre en général. Voilà donc pour ce qui est de Elden Ring. Très rapidement, on va aller voir les frais de port. Alors les frais de port sont donc ici. Canada, ça va aller de 35 à 65 livres de frais de port, c'est pas donné. Pour l'Europe, c'est décomposé en plusieurs régions. De la Belgique et dans la première, 20 à 40 livres de frais de port. Pour la France, c'est un poil plus cher, 24 à 43 livres. Pour nos amis suisses, c'est donc plutôt ici que ça se passe, 35 à 65 livres. Pour nous au Japon, ce serait éventuellement 45 à 110 livres de frais de port. Fort heureusement, le jeu ne m'attire pas du tout. Voilà donc pour ce qui est de Elden Ring, Rot and Sorcery, 1500 backers environ, 430 000 livres d'engrangés, donc c'est quand même largement financé, ça va quand même dépasser le million aisément, mais on est assez loin du résultat de la première campagne, il y a certainement des raisons derrière ça. 13 jours avant la fin de la campagne donc pour Elden Ring. On enchaîne par le Solo Game of the Month, donc bien évidemment tout le monde en commentaire. Bonjour Zeugma, comment vas-tu Zeugma? Storybook Saga, c'est donc le solo game of the month. On est à l'habitude maintenant dans le menu crowdfunding, hein. Chaque mois, Gabe Barrett sur GameFin nous propose un jeu solo, parfois jouable à deux éventuellement, mais généralement plutôt du jeu solo. Et cette fois-ci, donc c'est donc Storybook Saga, un jeu qui visuellement a déjà pas mal de charme et dans lequel vous reconnaîtrez pas mal de personnages de la littérature classique, de la culture pop classique on va dire, mais le tout sans licence. Donc le mec a dû faire ses recherches au préalable parce que là, on sait que Disney par exemple, ils ont la gâchette facile au niveau du juridique. Là, moi j'aurais pas osé, mais il a dû faire ses recherches. Il y a plein d'autres trucs qui doivent être dans le domaine public. Je pense que Peter Pan, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, bon, c'est des licences en droit libre, je pense.
mais bon, moi il y a des trucs que j'aurais pas osé. Quoi qu'il en soit, c'est donc un jeu de combo et de placement de dés, on va dire de manipulation de dés également. Comme à l'habitude, Gabe Barrett s'est quand même fait une solide fanbase au fur et à mesure des mois. Ça fait quand même presque 2 ans, je pense, qu'il fait du solo Game of the Month, donc chaque mois sur GameFound. Et du coup, bah, le rendez-vous est pris par nombreux backers qui viennent chaque mois. Et c'est le cas encore une fois pour Storybook Saga, qui en plus a pas mal de charme visuellement. 1100 backers déjà, 33 000 dollars d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne, comme souvent malheureusement, enfin comme toujours je crois d'ailleurs, pour les solo Game of the Month, il n'y a pas de français. Et ça c'est bien dommage. Bon, ceci étant dit, le jeu est quand même relativement accessible. C'est essentiellement de l'iconographie. Il y a un petit peu de texte certes, donc si vous n'êtes pas trop... comment dire, spot avec la langue de Shakespeare, c'est peut-être pas trop pour vous, mais ceci dit, le jeu a un vrai charme. Par contre, truc un petit peu chiant, c'est que généralement, il n'oublie pas de le faire, mais là, il a oublié de mettre les statistiques importantes. Donc, pour combien de joueurs, combien de temps la partie, à partir de quel âge, etc. Donc, je vais me baser sur ce que Gabe Barrett et ses jeux fait en général, à savoir que c'est certainement donc un joueur, peut-être deux, et certainement aux alentours de 30 à 45 minutes la partie, mais le problème c'est que là il a oublié et c'est écrit nulle part, en tout cas nulle part de ce que j'ai vu. Bref, dans Storybook Saga, vous allez construire une équipe de héros classiques, donc de la littérature, de la culture populaire, on va dire plus ancienne, on va dire, face à une équipe de vilains, donc de méchants, eux aussi classiques, et donc on va avoir des bracelets de dés et de la manipulation de dés dans tous les sens. Toutes les cartes auront un format tarot, vous voyez que chacune de ces cartes aura des petites spécificités, des petites compétences à activer de ces deux-là, il y aura plein aussi de petits logos, donc plein de choses à prendre en compte, et c'est un petit peu des spécificités des jeux de Gabe Barrett, de souvent en tout cas les jeux de Gabe Barrett, c'est que c'est des jeux qui se veulent assez compacts, assez modestes en termes de composants, mais qui semblent offrir une relative rejoicité, une relative profondeur de gameplay malgré tout. On retrouve donc certains de nos héros favoris. On voit ici par exemple Winnie, donc l'ours jaune de notre enfance, avec bien sûr un design très différent. Peut-être que c'est aussi dans le domaine public. Le magicien d'Oz, en tout cas les personnages du magicien d'Oz. Peter Pan, on voit ici Robin des Bois. Alors là, ils appellent ça Steamboat Willie, donc l'ancêtre de Mickey Mouse, mais bon, c'est clairement Mickey Mouse quand même. Et puis donc Alice au pays des merveilles. Les composants, ce sera essentiellement donc des cartes, et puis donc une vingtaine de dés environ, plus tout un tas de tokens dans tous les sens. Et ensuite donc le gameplay, donc vous allez drafter et créer votre équipe de héros ou de vilains, on va dire. Vous allez jeter des masses 2D pour activer des compétences sur telle ou telle carte et ainsi éliminer potentiellement vos adversaires en gagnant également des items qui vont vous aider à manipuler encore plus les dés, etc. Et si vous réussissez à vaincre le gros boss, et bien vous remporterez la partie. Il y a quelques vidéos sur le sujet, mais rien en français malheureusement. La campagne est également l'occasion de mettre la main sur Seventh Inning Stretch, qui est le jeu précédent du créateur, parce que oui, Gabe Barrett c'est l'éditeur, mais parfois les jeux qu'il porte sur ses campagnes de Solo Game of the Month ne sont pas les siens. Par exemple, Seventh Inning Stretch, c'était un jeu de Justin Schroeder, et c'est la même chose pour Storybook Saga. Jeu qui est d'ailleurs plutôt bonne presse, pas mal de joueurs qui disent que le jeu est plutôt cool pour les amateurs de jeux à thématique baseball, c'est peut-être un truc intéressant. Donc 25$, ça aussi, bon, c'est très habituel, hein, c'est le prix quasiment de tous ces jeux, ou 5$ en print and play, ça aussi c'est du basique pour le coup. Et même chose d'ailleurs pour Seventh Inning Stretch pour ceux que ça pourrait intéresser. Frais de port, là aussi du très classique pour Gabe Barrett, et ça c'est plutôt dans le très bon sens du terme, puisque c'est 5$ pour l'Asie, 6$ pour le Canada et l'Union Européenne, donc c'est quand même très accessible niveau frais de port, et les jeux coûtent pas très cher non plus. Je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont des fidèles de Gabe Barrett. Je sais que Xavier en avait backé plusieurs, mais qu'il ne le fait plus désormais parce qu'il y en a un qu'il n'a jamais reçu et pour lequel Gabe Barrett n'est pas d'une grande aide apparemment. Bref, voilà ce qu'il en est de Storybook Saga. 1100 backers, 33 000$ d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Falcons Formula Racing, donc on reste sur GameFound pour le moment pour parler de ce jeu de F1. Pour 1 à 6 joueurs et qui est porté par Falcon Games. C'est un éditeur espagnol, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça.
Falcon Games, est-ce qu'on peut trouver l'info? Bah non, on voit pas le pays, mais je crois que c'est un truc hispanophone, mais je suis pas sûr et certain. Bref, quoi qu'il en soit, Falcons Formula Racing vous propose donc des courses endiablées de F1. Pour l'instant, on est à 230 contributeurs, ce qui est déjà pas si mal pour un primo-éditeur. 14 000 € d'engrangés, ceci dit, c'est assez loin de l'objectif de financement qu'ils se sont fixés en début de campagne, puisqu'il leur faudra pas moins de 40 000 € pour espérer financer, et 16 jours avant la fin de la campagne, ça risque d'être un petit peu compliqué. On sait que à la fin de la première semaine de campagne, si vous n'avez pas financé, c'est un petit peu compliqué par la suite, ça crée une sorte d'impression négative vis-à-vis des potentiels backers qui seraient intéressés mais qui se disent le jeu galère. C'est un biais cognitif qui est un petit peu malheureux, mais qui malheureusement est partagé par de nombreux joueurs, à commencer par moi certainement, j'en suis certainement victime également. Mais ceci dit, Falcons Formula Racing, pour ceux qui apprécient les jeux de course et qui cherchent des trucs un petit peu plus, comment dire, un peu plus poussés que Flamme Rouge, que Heat, etc., c'est peut-être un jeu qui devrait vous intéresser. C'est pour 1 à 6 joueurs, pour 90 minutes la partie. Alors 7 ans et plus, certes, donc ça veut dire que ça reste un jeu très accessible malgré tout, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte dans Falcon Formula Racing. En tout cas, il y a une gestion plus complexe, en tout cas ça semble être le cas, que des jeux comme Heat. Jeux comme Heat qui vous proposent uniquement par exemple de changer de vitesse, enfin c'est un petit peu artificiel en HD, c'est juste décider de combien de cartes vous allez jouer ce tour là, c'est pas exactement un mécanisme qui reflète le changement de vitesse à proprement parler, mais qui ne gère pas par exemple l'aspiration, qui ne gère pas par exemple le freinage à proprement parler, qui ne gère pas les impacts entre les différentes voitures, sur les choses là. Là pour le coup, dans Falcons Formula Racing, c'est le cas. Alors, on a donc des équipes de 2. Ça, par contre, c'est plus proche de Flamme Rouge, par exemple, où on avait également 2 coureurs. Donc, on va contrôler une écurie de F1 avec donc 2 pilotes. Ensuite, on a un mécanisme qui est assez intriguant, que j'ai jamais vu dans un jeu de course avant, qui est donc la ligne idéale que l'on voit parfois dans les courses de F1, les jeux de F1, où l'IA nous présente un petit peu le... Comment ça s'appelle déjà en français? C'est pas une ligne, mais le tracé idéal que devrait suivre une voiture pour faire la course un petit peu idéale. Et donc, ça, j'ai jamais vu ça dans d'autres jeux de course. Mais donc, il y a ce système de ligne, de tracé idéal qu'on devrait théoriquement suivre pour faire la course idéale. Et donc, bien sûr, il n'y a qu'une seule voiture qui peut s'y intégrer, j'ai l'impression en tout cas. Et il y a un système aussi de freinage. On voit qu'ici les petits pointillés indiquent la zone dans laquelle vous devez absolument freiner pour aborder votre virage. Ensuite, il y a des changements de pneus qui devront s'opérer. Donc, bien sûr, les arrêts au stand. Il y aura différents types de pneus qui seront plutôt adaptés à tel ou tel climat. Donc ça, c'est aussi relativement intéressant d'intégrer ça de manière efficace dans un jeu. Le pit stop, donc le fameux arrêt au stand pour changer vos pneus par exemple. Ensuite, le système de ERS, le système de DRS, donc tout ce qui est aspiration, ce genre de choses-là. Le pitwall, ça me dit rien, je sais pas ce que c'est, je suis pas du tout spécialiste de F1, c'est un sport qui m'ennuie un petit peu plus qu'autre chose. Mais donc, ça c'est joué comme des jeux, enfin comme des cartes de stratégie, on va dire. Ils peuvent être utilisés pour n'importe quel pilote de votre équipe. Donc c'est des trucs qui vont impacter momentanément le cours de la partie, on va dire. Voilà, il y a des cartes d'action, des jets de dés également pour les incidents, si éventuellement des voitures percutent une autre voiture, il va y avoir potentiellement telle ou telle zone qui peut être impactée, qui va pouvoir potentiellement vous forcer à aller au stand, ce genre de choses là. Donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en route. On voit même la voiture de sécurité qui pourra intervenir, des pénalités, la météo qui va changer potentiellement en cours de partie, les qualifications, parce que oui, vous pouvez faire des championnats, et pour ce faire, il y aura aussi un système de qualification. Vous ne serez pas forcément premier parce que vous aurez réussi à être premier la précédente course, il faudra faire un tour de qualification pour déterminer le début de la course. Je pense que c'est pas forcément, comment dirais-je, une nécessité, on peut passer outre ce stade de la partie là, mais c'est intéressant sur le papier. Voilà, et puis il y a aussi un système de IA pour pouvoir jouer uniquement à 2 joueurs par exemple, mais avec des IA qui vont contrôler d'autres équipes pour reproduire un petit peu un comportement de joueur humain. Donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Peut-être que c'est un peu modulable. Est-ce qu'on est obligé de prendre tout en compte? Absolument, je suis pas sûr. Je pense que c'est certainement un petit peu modulable tout ça, mais sur le papier ça va être assez intéressant. Ensuite on a les différentes écuries que l'on peut incarner, c'est avec Preston, avec Mizuki par exemple. D'ailleurs ils ont fait une erreur au niveau du nom du pilote japonais de l'écurie Mizuki. Katashi Yamada, c'est absolument impossible comme nom et comme prénom. Pas Katashi mais Takashi par exemple, ça peut être possible. Et Yamada ça devrait être Yamada par exemple, mais là en l'état c'est pas du tout japonais.
Bref, différentes écuries. J'imagine qu'elles auront un petit peu de spécificité autre que l'aspect purement visuel, mais bon, là-dessus je vais pas rentrer dans les détails, je sais pas. Mais bon, pour le reste, hein, ça a l'air d'être relativement intéressant sur le papier. Moi qui suis pas fan de jeux Enfin si, j'aime bien les jeux de course, mais qui suis pas fan de F1, de la thématique. Bon, ceci dit, vous le savez, hein, Heat a su me conquérir, j'adore Heat, donc je peux passer au-delà de l'aspect purement thématique, mais là pour le coup celui-ci mécaniquement a l'air d'être plutôt intéressant et de pousser un petit peu la gestion un peu plus loin que beaucoup d'autres jeux de course. Il y aura aussi je crois plusieurs, parce qu'on voit un plateau qui prend une course, mais je crois qu'il y aura jusqu'à 4 plateaux de course différents si mes souvenirs sont bons, donc ça aussi il faut le savoir. Apparemment aussi il y a pas mal de joueurs qui sont pas hyper convaincus par l'aspect planche de bois pour votre voiture, mais apparemment ça a un sens que si vous la retournez pour les stands, comme ça, bref, il y a un sens, il y a une logique derrière ça, mais c'est vrai que visuellement c'est pas le truc qui vend le plus de rêves. Bon, mais ceci dit, le reste des composants a l'air d'être quand même plutôt classe, on est sur du bois et pas sur du carton par exemple, donc non, ça a l'air d'être plutôt bien produit pour un primo-éditeur, même si ça plaira pas forcément à tout le monde. Beaucoup de photos, beaucoup de photos sans légende particulière, donc on sait pas forcément à quoi on doit s'attendre. C'est un petit peu dommage de présenter juste des photos sans rien précis de plus que ça, mais quand même, le jeu a l'air d'être plutôt intéressant. On a un pledge de base à 59€, on a ici le même à 59€, mais avec son nom sur la boîte. Mais c'est limité en termes de quantité aux 1000 premiers backers. Donc une fois que les 1000 backers seront atteints, ce ne sera plus disponible. Ceci dit, vous l'avez vu, hein, on est actuellement à 215 backers que ça, donc on est très loin de ce financement. D'ailleurs, il y a des gens qui ont backé le pledge sans son nom sur la boîte, alors que pour le coup, si on peut l'avoir, c'est quand même un petit peu fun, moi je l'aurais ajouté. Mais non, ils se sont dit non, moi je ne veux activement pas de mon nom sur la boîte. Bon. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire rapidement. Le shipping, donc les frais de port, c'est a priori pas hispanophone, pas espagnol, ça doit être tchèque ou slovaque, puisque les frais de port sont extrêmement minimes pour ces deux pays, donc c'est soit tchèque, soit slovaque, j'ai l'impression plutôt. Pour l'Europe, quoi qu'il en soit, c'est 10 à 22€ de frais de port. Pour le Canada, c'est 25 à 30. Et puis pour nous, du coup, nous, on a le rest of the world, donc 40 à 45 dollars de frais de port. Ça picote un petit peu. Non, c'est des euros, c'est pas des dollars, mais bon, ça revient plus ou moins au même. Donc ouais, le jeu a l'air d'être très cool, ma foi, pour un petit jeu de course, même si visuellement, il est peut-être un petit peu grisâtre, un petit peu sombre. Il manque un petit peu de contraste, de couleur, de peps. Mais il a l'air assez intéressant malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez de Falcons Formula Racing, 230 backers, 14 500€ d'engrangé pour l'instant, 16 jours avant la fin de la campagne, ça va être compliqué, mais bon, sait-on jamais, ça pourrait potentiellement financer. Ok, je vous avais parlé de jeux de football, je vous aurais dit qu'il y en aura un autre, c'est celui-ci, sur Kickstarter, il s'agit de Sunday Manager, The Amateur Football Board Game. Donc oui, attention, c'est dans le sous-titre, c'est un jeu de gestion de club de football purement amateur et avec clairement une portée un peu humoristique, on va dire. 713 contributeurs pour l'instant, donc c'est un beau succès. Qui plus est, pour un primo-éditeur, il s'agit ici de Victor Asimov, hein, c'est son premier jeu en tant qu'éditeur. Ceci étant dit, je ne sais pas s'il en proposera d'autres par la suite, hein, peut-être que c'est le seul projet qu'il verra, on ne sait pas, mais en l'état, c'est un jeu qui visuellement présente très bien, il faut bien l'avouer. Moi qui suis amateur de jeux de football, je suis pas trop attiré par celui-ci, parce que là, clairement, c'est un jeu qui a une vocation plutôt humoristique, qui vous met en avant des ligues amateurs du dimanche, avec deux jambes, enfin deux pieds gauche, on va dire, sur les choses-là. C'est un petit peu ridicule dans le bon sens du terme, mais ça a l'air d'être diablement fun. C'est pas pour moi a priori, mais ça a l'air d'être très fun. On va donc composer son équipe. Pour ce faire, il y aura des enchères sur des agents libres, donc des joueurs qui cherchent une équipe en gros, et vous devez constituer la vôtre, donc ça tombe bien. On va donc avoir des enchères sur ces joueurs qui ont des petits backstory, donc des petits, comment dirais-je, lignes narratives pour expliquer un petit peu d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Donc ça va être assez fun de ce point de vue-là. Ils ont leur propre spécificité, on voit qu'il y a des icônes différentes, ce genre de choses comme ça. Et donc sur 4 semaines de pré-saison, on va essayer de composer son équipe, d'upgrader certains de nos joueurs, de compléter certains objectifs, etc. Il n'y a pas de jet de dés, c'est essentiellement de la gestion de main, du take that, de la construction de l'équipe, de l'upgrade, etc. Ça va être assez fun. J'aimerais beaucoup essayer une fois si l'occasion m'en est donnée. Je doute que ce soit le cas parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde autour de moi qui auront backé ce jeu-là très clairement. Mais ça a l'air d'être quand même très fun. Clairement, ça ressemble à de l'IA. Visuellement, j'ai pensé tout de suite, bon c'est de l'IA,
Et en fait, quand on va en utilisation de l'IA, ou un peu plus haut, on voit que il y a quand même, voilà, ici, la femme d'un des créateurs du jeu, je crois, qui a pas mal bossé sur le design des joueurs notamment. Donc, s'il y a de l'IA, alors on va checker l'utilisation de l'IA ici. Without the use of AI, ok. Donc apparemment non. We used AI tools only as supportive instruments to help refine and scale the artwork. Donc ils en utilisent un petit peu, mais pour bosser sur les croquis préexistants, si j'ai bien compris. Donc pour améliorer un peu la qualité de ce qui était préexistant. Donc, mais c'est vrai que visuellement, ça ressemble vachement à de l'IA. Ça présente plutôt bien, mais ça ressemble à de l'IA. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du How to Play, très brièvement, c'est pour 2 à 4 joueurs, 11 ans et plus, 45 minutes la partie. On a donc des enchères, je l'ai déjà dit. On va upgrader certains de nos joueurs, notamment via des cartes d'équipement. On va aussi faire du take that, puisqu'on va provoquer par exemple des blessures sur des joueurs adverses. Et puis, on va espérer remporter le maximum de points après 4 semaines, théoriques en tout cas, de pré-saison. Voilà, ça a l'air d'être assez fun, ça coûte 45 € pour le pledge de base, il y a un second pledge avec de la deluxification à 59 €, et puis après 75 € pour ajouter 2 petites extensions, Gentleman Build Legacy et Swagger's Got Skills, qui viennent chacune ajouter des éléments de gameplay supplémentaires et des nouvelles mécaniques de gameplay également. Sinon à 85, on a l'édition Deluxe, plus les 2 extensions, donc, ou après il y a un pledge à 99, mais là c'est juste avec des petits goodies, pas forcément très utiles, mais bon, ça peut plaire à certaines personnes éventuellement. Pour ce qui est du shipping, alors language on n'aura pas de français, hein, c'est bien ça, en tout cas pas pour l'instant, c'est mentionné dans la FAQ qu'ils sont en train de parler pour des localisations, etc. Je doute de voir un éditeur français se lancer là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Pour le Canada, 20 €, pour l'Europe, on a la Belgique et la France ici à 14 € de frais de port. Pour nos amis suisses, ce serait plutôt 22 € de frais de port. Et puis pour nous au Japon, ce serait 45 € de frais de port. Donc bon, heureusement que l'aspect très foot amateur ne m'attirait pas outre mesure, parce que si ça avait été le cas, 45 € de frais de port, ça m'aurait quand même fait reculer malgré tout. Voilà donc pour ce qui est de Sunday Manager, un jeu qui a l'air d'être très fun. C'est pas pour moi a priori, mais ça a l'air d'être très fun. Et qui connaît un beau succès, hein, 713 contributeurs, 50 000 € d'engrangés pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne. Allez, 24 heures se sont déroulées depuis le dernier segment, mais c'est la beauté d'Internet. Pour vous, c'est 3 secondes. Et du coup, il nous reste 2 projets à traiter. Le premier étant celui-ci, Airport Empire, donc Build Your Airport, Connect the World. Donc un jeu de tycoon, comme on appelle ça, donc un jeu dans lequel on va essayer de construire le meilleur truc possible. Ici, dans le cas qui se présente devant nous, c'est un aéroport. Donc on va affronter les autres joueurs autour de la table pour construire l'aéroport le plus efficace, celui qui réussira à engranger un maximum de bénéfices via ses activités. C'est un projet qui nous vient de Hong Kong, et plus précisément de Jason Holman. Alors, est-ce que c'est son nom anglophone, parce qu'on sait que les Taïwanais ont souvent, les Hongkongais aussi ont souvent des prénoms anglophones en plus de leur nom d'origine, ou est-ce que c'est un expat? Je pense que c'est un expat. D'ailleurs, lui-même apparemment est pilote de ligne, semble-t-il, et il est né en Angleterre. Donc non, c'est bien un Anglais qui vit à Hong Kong et qui nous propose donc un jeu qui découle directement de son activité professionnelle, semble-t-il, et donc 512 contributeurs pour l'instant croient suffisamment en le projet pour l'avoir backé. Le projet est d'ailleurs largement financé 26 jours avant la fin de la campagne. Et c'est vrai que visuellement, ce petit Airport Empire, il donne un petit peu envie. C'est vrai qu'on n'a pas finalement tant de jeux que ça qui nous proposent de construire notre aéroport, d'autant plus que là, il y a vraiment un aspect construction, puisqu'on va accoler des morceaux de plateau au fur et à mesure que notre aéroport grandit, que ses capacités s'élargissent. Donc visuellement, c'est vrai qu'il propose un truc plutôt sympa, ça présente plutôt bien, il y a plein de petits bâtiments qu'on peut aller construire pour développer notre aéroport. Vous voyez donc le petit aspect puzzle que je mentionnais tout à l'heure, hein. On va donc agrandir, perfectionner son aéroport au fur et à mesure, et donc imbriquer de nouvelles pièces pour le faire grandir.
Le truc, c'est que les premiers retours qu'on a vus de droite à gauche dans les différentes vidéos, y compris dans des vidéos de gameplay, c'est qu'il y a pas mal d'aléatoires. Il y a quand même des jets de dés qui sont particulièrement importants, parce que c'est à partir de ces jets de dés en partie que vos émoluments, vos ressources vont être décidées. Et ça, c'est quand même un petit peu chiant. On va essayer le petit Earn Money. Alors, il y a différentes façons d'en gagner, mais l'une d'entre elles, au début de votre tour, c'est de jeter des dés. Et du coup, si vous faites un résultat de merde, vous aurez des revenus de merde également. Voilà. Donc il y a quand même un petit peu de stratégie bien évidemment, mais c'est contrecarré, contrebalancé par un aspect, un facteur chance, disons, assez présent, voire même omniprésent, et ça se présente également via l'apparition d'événements. J'arrive pas à les retrouver, bon, on a des stratégies ici, on va adapter sa stratégie en fonction des événements, il y a différents lieux qu'on peut essayer d'acheter, de se porter acquéreur, des secrets, des missions secrètes, des missions communes, etc. J'arrive pas à retrouver, mais il y a également donc des cartes de événements qui vont elles aussi impacter le cours de la partie. Voilà, c'est ici les event cards qui vont impacter le cours de la partie, sauf que c'est quand même assez random et qu'en fonction du déroulement de la partie, de la de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, la carte d'événement va impacter radicalement différemment les joueurs autour de la table, alors que vous n'avez aucune connaissance de ce qui va arriver au préalable, donc c'est pas forcément que vous pouvez vous y préparer à l'avance. Donc il y a plein de petits trucs qui semblent, en termes de game design pur et dur, un tout petit peu gênant, un tout petit peu bancal, peut-être que ça manque un tout petit peu de développement, mais pour le reste, c'est vrai que ça présente visuellement plutôt bien. Donc il faudrait éventuellement que quelques-uns d'entre vous peut-être nous fassent un retour d'expérience si jamais vous avez l'occasion de le tester d'une manière ou d'une autre. Je sais pas s'il y a un TTS, j'ai oublié de regarder s'il y avait un TTS d'ailleurs, mais sur le papier ça a l'air quand même d'être relativement intéressant, mais j'ai un tout petit peu peur de ces retours assez nombreux et assez unanimes vis-à-vis du gameplay qui semble parfois un petit peu bancal. Est-ce qu'on a déjà vu les pledges? Non, c'est ici. Ok. Bon, avant les pledges, très brièvement, vous voyez ici qu'il y a des add-ons, des extensions. Ici, notamment, on a Ages of Aviation, avec les différentes époques de l'aviation. Et puis, on a ici Golden Age, qui nous propose une autre extension. Donc, il y a quand même quelques ajouts de gameplay aussi. Je ne sais pas, par contre, en termes de gameplay, ce que viennent ajouter ces deux extensions. Est-ce que ça vient rebalancer, rééquilibrer certains aspects? Je pense pas que ce soit l'objectif, mais bon, sachez-le. Le pledge de base pour Airport Empire, c'est celui-ci, 49$. Sinon, vous avez le pledge Maverick avec donc l'extension que l'on a vu ici, hein, Ages of Aviation, donc 64$. Et ensuite le Jumbo Pledge à 79$. Là, il n'y a plus l'extension Ages of Aviation, elle est remplacée par Golden Age. Et puis bien, si vous voulez la totale, donc les deux extensions plus le jeu de base, c'est ici que ça se passe, le Concorde Pledge à 94$. Ensuite, il y a un petit add-on pour avoir un quatrième player pack. Bon, ça veut dire que le jeu est théoriquement jouable jusqu'à 3 uniquement dans son état actuel, en tout cas pour ce qui est du jeu de base. Ça, c'est un truc que j'ai pas réussi à retrouver pour le coup, et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant. On n'a pas vu la durée de la partie, on n'a pas vu non plus le nombre de joueurs, mais bon, semble-t-il 2 à 3 joueurs en l'état, et si vous prenez le add-on jusqu'à 4, ce qui est très étrange, on voit parfois, et j'aime pas trop ça, des add-ons pour jouer jusqu'à 5 et non 4, mais 4 c'est un peu un standard, c'est un petit peu étrange de trouver ça en add-on. Not for 3-4 players, donc autrement dit c'est pour 2 joueurs. C'est pour 2 joueurs, mais bon, c'est jouable d'aller jusqu'à 4 potentiellement, mais il vous faudra donc ce petit add-on à 15$, ce qui est un petit peu dommage. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, je vous ai donné un aperçu vraiment très, très global, pas très précis, mais bon, si vous en voulez plus, allez checker un petit peu la page de la campagne. Pour le shipping, la zone Asie, bon, lui, il est à Hong Kong, donc évidemment, c'est plus intéressant pour nous en Asie, 12$ de frais de port. Pour l'Europe, ça va aussi entre 15 et 25$ de frais de port, et puis pour nos amis canadiens, ce serait 20$ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Airport Empire, qui devrait d'ailleurs au passage être théoriquement livré pour mai 2026. 512 contributeurs pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne et on termine par le dernier projet de cette semaine. Il s'agit de la réimpression plus extension de Photo Tour North America. Un jeu que j'avais totalement oublié, et pourtant je l'avais déjà couvert sur la chaîne lors de sa première apparition. Entre temps, je l'avais oublié, mais c'est vrai que voir cette superbe couverture mise en avant dans la page de campagne
m'a rappelé au bon souvenir de cette campagne d'origine que je n'avais pas baqué pour la simple raison que, c'est, vous voyez dans le titre, hein, North America. Alors je peux faire abstraction, d'ailleurs j'ai déjà fait pour Keystone. Keystone c'est aussi centré sur l'Amérique du Nord, mais ce sont des animaux et de la flore également, mais essentiellement flore et faune locale. Là, c'est typiquement des paysages nord-américains. Ça peut être magnifique, d'ailleurs, c'est le cas. Hein, les différentes illustrations que l'on voit ici sont très très jolies, mais thématiquement, c'est vrai que j'aurais préféré, bien sûr, l'Europe ou par exemple même le Japon, parce que ça fait vibrer un petit peu ma fibre comment dirais-je, nippon d'adoption. Voilà, nippon d'adoption, on va dire, japonais d'adoption. Mais là, bon, North America, ça peut être très très joli, d'ailleurs, j'en doute absolument pas, mais thématiquement, ça me parle moins. Du coup, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas baqué ce projet de Eugene Timashov lorsqu'il avait tenté cette première campagne. Il avait aussi proposé Pacific Ocean Card Game, puis DNA, Habitopia et Synthesis par la suite, donc des jeux très très centrés nature et faune de manière générale. Là, on repart sur l'exploration, on va dire, du continent nord-américain pour aller prendre les plus belles photos possibles. Et c'est toujours aussi joli, et c'est un jeu qui se veut d'ailleurs très familial, très accessible. Je crois que c'est du 8 ans et plus si mes souvenirs sont bons. Ici voilà, 8 ans et plus, donc un jeu vraiment très accessible pour des parties assez courtes, hein, de 30 à 60 minutes, et c'est pour 1 à 5 joueurs avec une DA vraiment à tomber, à couper le souffle tellement c'est joli. Juste que bon, c'est le continent américain, c'est vraiment Nord-Amérique dans ta tronche. Et je trouve ça un poil dommage, même si ça se justifie tout à fait. Hein. Le mec habite certainement là-bas. Hein. Oui, British Columbia, c'est Canada, si mes souvenirs sont bons, quoi ça. Canada. Donc ça se comprend. Et donc Phototour revient avec 2 extensions, en plus de sa réimpression. Les extensions sont intitulées Expeditions et Alaska and Yukon, donc 2 régions qui ne figuraient pas dans le jeu d'origine. D'ailleurs, il y a encore des régions qui manquent, il n'y a pas Hawaï par exemple, mais bon, c'est encore un autre sujet. Et donc Expédition qui rajoutera de nouveaux mécanismes également un peu intéressants, un petit peu diversifiés, radicalement différents du jeu d'origine. Alors, d'ailleurs, on a un petit aperçu de composants, des composants de l'extension. Expedition va ajouter des petits plateaux comme ça. On va faire des petites expéditions, comme son nom l'indique, sur plusieurs journées, au lieu de prendre des photos par-ci par-là sur un shot unique, on va dire. Et puis donc Alaska Yukon qui va rajouter un petit plateau supplémentaire avec de nouveaux lieux à aller visiter, et puis une mécanique de carte transparente qui, je crois, n'existait pas dans le jeu d'origine, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc Phototour, on va faire un petit rappel ici. Vous avez un aspect de draft au niveau des lieux que vous allez chercher à explorer et photographier. Vous passerez par les Rockies, les montagnes rocheuses, jusqu'à la route 66, la célèbre route 66. Vous allez planifier, donc il y a pas mal de programmation, de planification, de déplacement avec vos randonneurs. Vous allez collecter de l'équipement, vous allez essayer de créer des combos pour faciliter vos déplacements par exemple. Ensuite, ça se veut être un jeu très accessible et familial comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à partir de 8 ans et plus, mais semble-t-il avec suffisamment de couches de stratégie pour rester intéressant même pour les joueurs les plus aguerris. Un jeu qui s'enseigne, s'explique en 10 minutes environ. Les extensions, donc extension Expeditions avec donc vos backpacks, vos petits sacs à dos grâce auxquels vous allez partir en expédition pendant 2-3 jours d'affilée. Donc un mécanisme un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il va falloir, rassembler de l'équipement et préparer pour un challenge qui va durer sur plusieurs tours consécutifs, contrairement au jeu d'origine. Ensuite, on a aussi donc toujours l'aspect de prendre des photos, bien évidemment, et puis on aura des bonus particulièrement puissants pour des objectifs qui seront un peu plus compliqués, parce qu'il faudra établir ces objectifs sur plusieurs tours, donc c'est un peu plus sur le long terme, mais le jeu en vaut vraisemblablement la chandelle au niveau des bonus et des points de victoire gagnés. Et puis ensuite, Alaska et Yukon, donc les nouvelles j'arrive pas à parler, hein, vraiment c'est chaud, les 2 nouvelles régions qu'ajoute cette extension, avec ce nouveau mécanisme des cartes transparentes également. On a l'habitude d'en voir maintenant de plus en plus ces dernières années, mais c'est vrai que ça rend généralement très très bien. Et là, pour ce qui est des highlights, donc des trucs un peu à mettre en avant, et bien sûr l'exploration dans 2 nouvelles régions, avec là encore, comme j'imagine que thématiquement c'est des régions un peu plus sauvages, un peu plus reculées, peut-être que la complexité des objectifs est un peu plus relevée, et du coup, encore une fois, les récompenses sont plus conséquentes. Et donc l'aspect de carte transparente qui n'existait bel et bien pas dans le jeu d'origine, donc ça aussi, petit ajout, petite nouveauté on va dire.
Voilà, on va passer maintenant au niveau de pledge, le Quick Pledge Guide. Alors vous avez un All-in Bundle pour ceux qui auraient raté la campagne d'origine et qui voudraient tout. C'est possible, ça vous coûtera 149 $ canadiens, soit 108 $ américains, donc environ une centaine d'euros, on va dire, un petit peu moins que ça je pense. Donc c'est plutôt un bon deal pour un jeu plus 2 extensions qui rajoute pas mal de matériel, un matériel qui d'ailleurs est plutôt soigné avec une superbe DA encore une fois. Bon, c'est pas donné, mais ça reste relativement dans le raisonnable, on va dire. Sinon, si vous voulez uniquement le jeu de base, avec les petites mini-extensions de la campagne d'origine, ça vous coûtera 99 $ canadiens, soit 71 $, donc environ 65 euros, on va dire approximativement. Sinon, Deluxe Core Game, alors là c'est pour ceux qui voudraient le jeu de base, mais avec une version deluxifiée, il vous en coûtera 89 $ canadiens, soit 64 $ américains, donc environ 56-57 euros environ. Donc même chose que juste avant, mais en deluxifié, quoi. En gros avec les meeple screen print, les petits tokens eux aussi screen print par exemple, et puis la finition au linen. Ensuite, ceux qui voudraient uniquement les extensions, parce que vous avez déjà le jeu de base bien évidemment, eh bien ça vous coûtera 42 $ américains, 59 $ canadiens, je vais pas faire la transcription à chaque fois, c'est un peu chiant. Sinon vous pouvez choisir à la carte une extension parmi les deux, 29 $, elles valent le même prix quoi qu'il en soit. Voilà, c'est après le tout pour ce qui est des différents niveaux de pledge. On va pouvoir maintenant s'orienter tranquillement vers les frais de port. Alors, le how to play, j'en ai parlé déjà un tout petit peu, hein, je vous laisse consulter très brièvement en même temps que je déroule la page en phase de planification, de déplacement. On va choper de l'équipement, ensuite on va prendre des photos dans les différents lieux qui s'offrent à nous, avec toujours de très belles images. D'ailleurs on voit qu'il y a des cartes qui nous offrent des bonus, des points de victoire, il y a toujours un petit peu de fluff également. Ensuite on va utiliser nos équipements pour réussir à compléter des objectifs pour scorer les cartes que l'on a réussi à prendre tout à l'heure. On a ensuite Build Your Photo Engine, qui est ça un mécanisme que j'ai pas vraiment exploré suffisamment dans le détail, mais qui semble être un peu au cœur du gameplay semble-t-il, puisque chaque landmark, donc chaque paysage, chaque lieu marquant que vous réussissez à capturer en photo, à prendre en photo, va vous ajouter des petits bonus permanents. Donc on voit ici le bonus action, ici on your turn, donc c'est le genre de petites choses qui apparemment vont rester au fur et à mesure, donc ça va créer une sorte de d'asymétrie progressive à travers le jeu. Donc plus de cartes, plus d'actions disponibles au fur et à mesure, donc pour une montée en puissance, et c'est vrai que ça a l'air d'être relativement intéressant de ce point de vue là. Ensuite les mini-expansions, on s'en fout, on va passer directement maintenant au frais de port. La page a quand même beaucoup d'informations, ce qui n'est pas désagréable en soi, c'est juste que pour moi qui consulte beaucoup de cartes, enfin beaucoup de pages pardon, de campagne, ça devient assez chiant assez rapidement, mais elle est très détaillée, et ça c'est toujours mieux d'avoir beaucoup de détails que pas assez, mais il y a toujours un juste milieu à trouver. Cette page là est quand même particulièrement longue. Les frais de port, c'est ici que ça se passe. Canada, 18 à 21 $, ça dépend bien sûr du pledge que vous avez sélectionné. Pour l'Europe, la Belgique est à 15,19, mais la France est à 18,21, un poil plus cher pour les Français, et même les Suisses d'ailleurs sont plutôt bien lotis cette fois-ci, puisque c'est généralement beaucoup plus cher, et là c'est pas le cas, donc 18,21 également pour nos amis suisses. Et puis pour nous au Japon, on est à 10,14, ah ma foi c'est vraiment très abordable pour le Japon, c'est assez rare pour être souligné, et bien évidemment ce petit biais cognitif qui commence à fonctionner dans ma tête, je me dis ah tiens 10-14 de frais de port pour le Japon, c'est tentant, alors que fondamentalement j'avais pas envie de le baquer ce jeu. Donc vous voyez c'est à quel point mon cerveau peut être débile. Bon, pas débile au point de franchir le pas, a priori je n'irai pas, mais c'est vrai que Photo Tour North America a quand même beaucoup de charme visuellement, et en plus ça, pour un jeu extrêmement accessible, on a vu tout à l'heure un 8 ans et plus, des parties de moins d'une heure, il a l'air d'être suffisamment intéressant pour quand même songer à aller baquer un projet tel que celui-ci. Juste que là, bon, la thématique est un petit peu trop centrée sur le continent américain, ce qui peut tout à fait se comprendre et se justifier, mais du coup ça diminue un petit peu mon intérêt pour le jeu. Voilà tout. C'est tout pour ce menu crowdfunding numéro 192, je crois, si mes souvenirs sont bons, 191, 192. Alors que depuis le segment d'hier,
qui est le même jour pour vous, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des lumières supplémentaires, là, j'ai ajouté, j'ai mis des moyens, voyez-vous, deux petites lumières sur les côtés, on essaie de voir, on fait des tentatives, on verra, peut-être que j'en mettrai derrière aussi, parce que je crois comprendre, j'ai cru comprendre et entendre qu'il faudrait généralement une lumière au-dessus, une lumière sur le côté devant, et une lumière derrière pour vraiment avoir une belle lumière dans une vidéo YouTube. Bon, je tâtonne un petit peu, j'essaye, c'est déjà un petit peu plus joli je trouve, un petit peu moins flou également peut-être, juste là par contre derrière ça reste très très flou, mais bon, on s'en fout, c'est le côté technique de la chaîne, mais on essaye progressivement quand même de s'améliorer au fur et à mesure. Bah en tout cas, je vous remercie bien évidemment, comme chaque semaine, de m'avoir suivi pour ce menu crowdfunding. J'espère que vous y aurez trouvé des projets qui vous intéressaient, même si cette semaine on n'avait pas de dessert. D'ici la prochaine vidéo, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien sûr profiter de vos proches, de vos amis, de votre famille, que sais-je encore, de vos jeux aussi, parce que c'est bien de baquer, c'est mieux de jouer avec ces jeux qu'on a baqués. Et puis n'hésitez pas également à aller checker les vidéos qu'on sort actuellement. On sort beaucoup de vidéos en ce moment. On a notre top 50 qui vient de commencer, qui sera donc en 5 parties. On vient enfin de publier notre vidéo récapitulative des pledges de l'année dernière avec Nyx, qu'on avait fait je crois en février-mars, donc vraiment un truc de fou. Et puis on va aussi avoir 2 prototypes qui seront couverts sur la chaîne très prochainement, dont un que vous voyez à l'écran juste à côté de moi. Allez, d'ici là, je vous souhaite encore une fois de passer du temps en famille, avec vos amis, vos proches, mais en général, quoi qu'il en soit, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.